Donc on va parler avec vous de ce qui s'est passé hier à Moscou. On le rappelle, depuis le 1er juillet, Orban a pris la tête de la présidence tournante de l'Union européenne. Dès le lendemain, il est allé en Ukraine pour aller à la rencontre de Volodymyr Zelensky. Et puis hier, il est allé à Moscou. Alors on le rappelle, et c'est important de le préciser, sans aucun mandat de l'Union européenne. Le Premier ministre hongrois d'extrême droite, on le sait, est proche de Vladimir Poutine, qui d'ailleurs n'a pas hésité à utiliser la venue d'Orban contre l'Union européenne. Écoutez. Je comprends que cette fois-ci, vous êtes venu non seulement en tant que partenaire de longue date, mais aussi en tant que président du Conseil européen. Ah, alors là, d'entrée de jeu, il le met quand même dans une position délicate. On peut dire ça, Louis Duclos ? Oui, c'est forcément pas facile, mais en même temps, c'est un peu le jeu. Orban, il s'est inventé lui-même des responsabilités en partant comme ça, d'abord aller voir Zelensky, puis surtout aller voir Vladimir Poutine directement chez lui. Il prend des risques, faut jouer avec. La position est délicate, là, tout de suite Je pense surtout qu'il faut rappeler que depuis le traité de Lisbonne, en fin de compte, c'est un trio qui a la présidence. Il y a l'Espagne, la Belgique et il y a la Hongrie. Et donc ce trio est une continuité législative, en réalité, au sein de l'Union européenne. Elle ne prend pas de décision politique. Elle est là pour appliquer l'agenda politique, lui donner de la fluidification et faire en sorte que le programme au sein des institutions se déroule comme il se doit. Oui, d'ailleurs, on rappelle, il n'est pas président de l'Union européenne. Il y a Charles Michel, c'est lui qui l'est, du Conseil en tout cas. Donc, et il l'est pendant 2 ans avec un mandat renouvelable potentiellement pour Charles Michel. Donc ce sont des fonctions différentes. Donc lorsqu'il va là en Ukraine ou en Russie, il peut y aller, je veux dire, in perso, mais il ne peut pas prendre une décision qui entraînerait la totalité de l'Union européenne, qui est une entité politique et qui prend des décisions à l'unanimité. Donc, en ce sens, il est, je dirais, en porte-à-faux par rapport aux institutions européennes. Donc, il a vu Après que Vladimir Poutine en joue, c'est de bonne guerre. Forcément. Il l'a vu, donc Vladimir Poutine, ils ont discuté. Vladimir Poutine qui continue clairement à poser ses conditions, notamment le retrait des troupes ukrainiennes donc dans les 4 régions, les 4 oblasts qui sont occupés par la Russie. On peut dire, Nathalie Schrin, qu'il a été refroidi clairement hier par Vladimir Poutine. Parce qu'il s'attendait à autre chose. C'est quand même extraordinaire. On savait très bien on sait très bien que Vladimir Poutine campe sur ses positions et il ne va pas en démordre et ça sera toujours comme ça. Depuis le début, on le dit, il veut toute l'Ukraine et si il peut aller plus loin, il va aller plus loin. Donc c'était quand même gros de penser que le petit Orban, qui est un petit pays au milieu de l'Europe, puisse tout seul mettre fin à la guerre. C'était quand même assez utopique, on va dire. Général Chauvency, à quoi il joue alors finalement, Viktor Orban ? C'est un coup d'éclat au départ. Il montre aussi son indépendance finalement vis-à-vis de l'Union européenne, parce que c'est ce qu'il a fait depuis des années, oserais-je dire. Il pense bénéficier de ses relations privilégiées avec la Russie. Il y est allé, je crois, 5 fois. C'est la 5e fois qu'il y allait. D'un autre côté, je remarque quand même qu'il est allé à Kiev d'abord. Oui. Donc il est peut-être porteur d'un message quelconque vis-à-vis de Poutine. Maintenant, ça c'est l'aspect, je dirais, côté Orban. Maintenant, du côté Poutine, effectivement, il profite de la situation. Et puis quand même, sur le terrain, à la date d'aujourd'hui, et au niveau international, hors Union européenne, hors États-Unis, Poutine est en situation de force, quoi qu'on puisse en dire à la date d'aujourd'hui. Alors si Orban croyait qu'il pouvait apporter quelque chose, bon, il a tenté quelque chose, on ne sait pas quoi exactement, ça n'aura pas beaucoup de débouchés, parce que pour l'instant, Poutine est dans une position de force relative, mais elle est là. Donc militairement, géopolitiquement, donc un coup d'épée dans l'eau. Louis Duclos, personne ne peut faire plier Vladimir Poutine, clairement. On le voit bien, on est très, très loin d'un processus de paix quand même. Il y a bien quelqu'un qui pourrait, c'est Xi Jinping en Chine, je pense, mais qui en a clairement pas l'envie. Mais pour ce qui est de la guerre en Ukraine, non. Pour faire plier Poutine, il faudra le faire plier militairement. L'Ukraine n'en a pas la capacité actuellement, elle n'a pas les armements pour, n'a pas, je pense, le nombre de soldats pour également. Donc Vladimir Poutine a vraiment pas toutes les cartes en main, mais en tout cas il a un très bon jeu. Il sait qu'il est en position de force et justement il utilise cette position de force pour s'assurer que toutes les éventuelles négociations de paix seront faites en sa faveur. Donc on a entendu tout à l'heure Vladimir Poutine qui tout de suite donc a joué en effet sur le jeu en disant voilà, moi vous venez me voir, pour moi c'est la parole de l'Union européenne. Et suite à cet échange, il y a une conférence de presse. On va écouter Viktor Orban, là aussi je pense qu'il s'est rendu compte en tout cas de quelque chose. Écoutez.
J'ai constaté que les positions sont très éloignées. Il y a de nombreuses étapes à franchir pour mettre fin à la guerre et instaurer la paix. Bon, là aussi, Michel Derzhansky. Donc là, on voit, les discussions sont très éloignées. Bon, on n'avait pas attendu Viktor Orban pour comprendre quand même qu'on était très loin entre l'Ukraine et la Russie. C'est-à-dire que moi, ce que je trouve d'intéressant, c'est qu'il fait un constat qui était préliminaire à sa venue, donc il connaît, je dirais, le résultat, et que là, il est obligé de rester dans ses fonctions, il ne peut pas aller au-delà. Donc il ne peut que constater qu'effectivement, la Russie a un projet de paix qui n'est pas celui, naturellement, de l'Ukraine, qui a un antagonisme complet, et que là, il ne peut pas aller plus loin, parce que ses fonctions l'interdisent d'aller plus loin. Donc, de fait, il s'est mis dans une position où, en fin de compte, il ne peut que constater les choses. Il ne peut ni proposer, ni être porteur de quoi que ce soit. Donc là, il est dans une ambiguïté qu'il réalise. Et donc, il peut que traduire effectivement un état de fait. Pris à son propre piège, j'ai envie de dire, à son propre jeu, en tout cas, là, finalement, parce que quelle image ça donne ? Alors la question, c'est soit il est pris à son propre piège, et effectivement, il voulait avoir un espace de liberté, et puis il se rend compte qu'institutionnellement, ça a bougé quand même au moment où il est allé en Russie. Tout de suite, les institutions européennes se sont mises en branle et lui ont rappelé que, cette position institutionnelle qu'il prenait n'était pas celle qui lui était conférée. Et puis ensuite, je pense pas qu'il a été surpris par la position du président russe. Je pense qu'il la connaît, la position du président russe. Peut-être qu'il s'attendait à ce qu'il lui dise avec plus de douceur, c'est-à-dire une réaffirmation peut-être différente. Parce que là, quelque part, Vladimir Poutine le ridiculise. C'est-à-dire qu'en fin de compte, non seulement il est pris entre le marteau et l'enclume, si je peux m'exprimer ainsi, c'est-à-dire qu'il est pris entre ses responsabilités de l'Union européenne avec des prérequis qu'il ne peut pas avancer, et d'un côté, et de l'autre côté, il a un interlocuteur qui lui dit moi, ma deadline, c'est celle-là, et mes prérogatives en tant que président russe, si demain on devait aller vers une feuille de route, ce serait celle-ci. Parce que ni l'Union européenne, ni Volodymyr Zelensky n'ont vu clairement d'un bon œil ce déplacement. Ils l'ont fait savoir. Oui, bien sûr. On n'était pas très très contents, ça c'est sûr. Et je comprends pas très bien ce qu'il a voulu faire, parce qu'il savait très bien que Vladimir Poutine avait ces positions-là, qu'il allait de toute manière les réitérer. Il est un peu tourné en ridicule. Enfin, pour ma part, moi, ce que j'en vois, c'est que vraiment, il s'imaginait quoi, qu'il allait être pris au sérieux par la Russie. On sait très bien que la Russie, tous les pays satellites, pour eux, c'est un précaré, c'est à eux. Et c'est la Slovaquie aussi qui a soutenu cette démarche avec le Premier ministre qui a été blessé il y a quelques semaines et qui a dit que s'il le pouvait, il serait venu aussi avec Viktor Orban. Pour tous les pays de l'ex-Union soviétique savent très bien ce qu'est la Russie. Donc c'est pas... Moi, ça m'étonne qu'il ait pu penser une minute qu'il aurait pu avoir ne serait-ce qu'un début d'influence sur Vladimir Poutine. Ça me paraît complètement ahurissant. Je sais pas vous, l'Union européenne, Zelensky, donc ils se sont exprimés quand même autour de cette venue. Et puis il y a aussi l'OTAN, avec la voix du secrétaire général de l'OTAN. D'ailleurs, il y a un sommet de l'OTAN qui est prévu à Washington la semaine prochaine. Alors, est-ce qu'il va devoir rendre des comptes ? Eh bien, écoutez. La Hongrie nous a informés de cette prochaine visite et je m'attends à ce que Viktor Orban, lorsqu'il sera à Washington pour le sommet de l'OTAN la semaine prochaine, ait l'occasion de discuter et d'aborder les discussions qu'il a eues à Moscou. C'est quelque chose qui se produit régulièrement. Louis Duclos, on sent qu'en plus ça l'a mis dans une position encore une fois délicate et il va devoir rendre des comptes. Bien sûr, là tous les alliés regardent dans sa direction. Pourquoi tu as fait ça ? Pourquoi tu es allé sans même nous prévenir ? Donc au niveau de l'Union européenne, c'est très compliqué, justement pour la présidence hongroise de l'Union européenne en ce moment pendant 6 mois, et également au niveau de l'OTAN, parce que l'OTAN a quand même un certain nombre de secrets que la Hongrie sait, puisque la Hongrie est membre de l'OTAN. Donc il faut aussi s'assurer que Viktor Orban ne fasse pas un peu double jeu avec Vladimir Poutine. Au sommet de l'OTAN, qu'est-ce qui peut se passer justement à ce sujet la semaine prochaine à Washington ?
Alors, c'est difficile à dire. De toute façon, c'est une mise au clair de l'ensemble. Il ne peut pas être sanctionné de toute façon. Non, mais moi je crois que je voudrais surtout revenir sur le caractère, je dirais, particulier de la période que l'Ukraine vit aujourd'hui. Nous sommes dans les 6 mois, deuxième semestre 2024. Deuxième semestre 2024, on a un plus ou moins pro-russe qui est à la tête de l'Union européenne. On a aussi des élections aux États-Unis qui arrivent en novembre. On a aussi l'annonce de tous les équipements qui devraient arriver en Ukraine. On a une difficulté militaire du côté ukrainien face à une poussée russe. Il y a tout un contexte, et puis il y a des déclarations depuis un mois, aussi bien du côté de Poutine que du côté de Zelensky, sur quand même peut-être que si on cherchait une solution. Alors, il y a quand je ne sais pas une solution. D'un côté, on dit qu'on veut tout prendre. D'autre côté, on dit il faut peut-être arrêter un petit peu. Il y a des doutes aujourd'hui. Nous sommes dans la période de semestre du doute. Et finalement, c'est un ensemble qui rend la force un petit peu à Poutine dans cette affaire-là. Alors maintenant, je dirais ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a la parole officielle, dont on a quelques mots. Et puis tout ce qui a pu se dire en officieux. Donc moi je crois quand même que peut-être des messages ont été portés venant de Zelensky par l'intermédiaire d'Orban qui ne seront pas rendus publics parce qu'on est peut-être dans des discussions très informelles, comme très quoi, officieuses. Par exemple, on va peut-être une sortie de crise à un moment donné parce que tout ce qui a été dit par le président Zelensky depuis des mois, depuis 3 mois, on voit bien que l'armée ukrainienne souffre et que l'Ukraine souffre. On voit bien aussi que Poutine, lui, il a une position très martiale parce qu'il gagne sur le terrain aujourd'hui, mais il doit quand même se rendre compte qu'il va peut-être pas conquérir tout ce qu'il souhaite conquérir. Il souffre et il est bloqué dans certains endroits. En tout cas, donc on est sur une expression publique qui est nécessaire en temps de guerre. Et puis il y a tout ce qui doit se faire en discret, simplement pour ménager les susceptibilités, trouver des points d'accord ou de désaccord et voir s'il y a une solution. Moi je crois un petit peu en ça à 2 niveaux, mais c'est normal dans toutes les guerres. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait quand même des échanges très discrets entre les Alliés et l'Allemagne. Là c'est un petit peu pareil, maintenant on ne sait pas ce qui va en sortir. Mais sur la finalité, Michel Dzerzhinsky, est-ce qu'il peut y avoir une autre finalité que celle que veut de toute façon Vladimir Poutine? Encore une fois, peut-il plier, renoncer à certaines choses quand il a parlé de toutes ces conditions, notamment donc, que les Ukrainiens se retirent des 4 régions qui sont occupées, quand il parlait en effet de démilitarisation, de dénazification, toutes ces conditions, on voit mal Vladimir Poutine revenir en arrière à un moment. Je pense qu'aujourd'hui, comme le disait le général, le terrain commande, si je peux m'exprimer ainsi, et qu'aujourd'hui on voit bien que sur le terrain, la Russie est prépondérante. Souffre, c'est sûr. Et, elle souffre quand même, on le voit. Oui, mais elle garde son avantage aujourd'hui. Minime, mais elle garde son avantage. Et vous avez entendu la description aujourd'hui de la souffrance de l'Ukraine, de ses difficultés à faire face sur le terrain. Donc, tant qu'il y aura, cette photographie, il n'y aura pas un renoncement de la Russie. Il y aura un renoncement de la Russie que si demain, il y avait des acquisitions territoriales dans l'autre sens, de l'Ukraine vers la Russie, voire un effondrement interne de la Russie. Enfin, on peut imaginer tous les scénarios. On peut placer les différents scénarios. Mais aujourd'hui, tant que la Russie est en force, qu'elle ne recule pas, qu'elle maintient territorialement ses acquisitions, voire qu'elle met ici un biais ou là sur les 1200 km de front, il n'y a pas de raison qu'il s'infléchisse politiquement. L'inflexion politique, elle pourra venir après de l'extérieur. Et là, on ne sait pas ce qui va se passer dans les 6 mois. Ou plutôt, ce qu'on commence à se dessiner, là, dans le Wall Street Journal, il y avait un article intéressant à propos de l'OTAN, qui disait que l'OTAN était en train d'anticiper une élection future de Donald Trump, et donc de consolider les relations entre l'OTAN et l'Ukraine, de façon à ce que militairement, il y ait une continuité, un acheminement logistique, stratégique, etc. Donc, ce que Donald Trump a encore affirmé, d'ailleurs, pendant les débats, que s'il était élu, ce serait fini très rapidement. D'un côté, on a des acquis territoriaux qui sont figés pour l'instant, que de l'autre côté, il y a des intentions de soutien affirmées, mais que oui, en l'état aujourd'hui, on ne peut pas dire que la Russie a gagné ni qu'elle a perdu, mais il n'y a aucune raison stratégique à ce qu'aujourd'hui il recule, aucun infléchissement. Alors, figé, mais sachant que ça peut bouger, notamment, et on va y venir d'ici quelques minutes, mais avec tous les systèmes de défense peut-être aériens qu'il peut y avoir, les livraisons des F-16 qui peuvent quand même faire basculer la guerre. Est-ce qu'à ce moment-là, Louis Duclos, si à un moment ça bascule, là on pourrait discuter avec Poutine? Est-ce que franchement vous y croyez? Forcément, de toute façon, d'éventuelles négociations de paix dépendent totalement
également du rapport de force sur le terrain. Donc si vraiment le rapport de force change et que c'est l'Ukraine qui est en train de gagner, qui est en train de récupérer du terrain, et l'armée russe qui s'effondre, là forcément Poutine il n'aurait pas le choix. Mais vous pensez vraiment, parce que c'est vrai que quand on le voit et on le décrit nous aussi avec nos yeux d'occidentaux, on a l'impression que c'est quelqu'un qui veut aller jusqu'au bout malgré tout, même si en fait les Russes se font massacrer sur le terrain et qu'il n'y en a plus pour aller sur le terrain. Ouais, on a vraiment quand même cette impression-là. Il est dans une fuite en avant, ça c'est sûr. Il va aller jusqu'au bout, mais de toute façon, il est aussi, je pense que c'est quelqu'un qui est réaliste. C'est qu'il donne des termes qui sont impossibles et qui sont inacceptables à l'heure actuelle pour l'Ukraine, mais parce qu'il sait qu'il peut les demander. Mais si demain la Russie est en train de perdre la guerre réellement, il sera obligé de revoir ces termes. Mais après, pour en arriver jusque-là, honnêtement, je n'imagine pas ce scénario dans un futur proche. Mais c'est là où peut-être quand même Viktor Orban, qui malgré tout parle avec Vladimir Poutine, il a aussi des discussions et il fait partie en effet de l'Union européenne. Est-ce que c'est peut-être là, dans ces moments-là, où il essaye justement de commencer à être pressenti pour être le faiseur de paix quand il va en avoir besoin d'un faiseur de paix? Moi, j'ai du mal à croire qu'encore une fois, un pays ex-soviétique soit pris au sérieux par la Russie. Parce que les Russes, je les connais, ils ont tendance à considérer tout ce qui n'est pas russe de façon... oui, mais à un moment, il faut parler avec quelqu'un. Peut-être qu'ils seront plus enclins à parler avec justement les anciens membres ou les anciens États membres de l'URSS que... Il ne veut pas discuter, lui. Tout ce qu'il veut, c'est l'Ukraine et il veut aller le plus loin possible. De toute manière, là, ce qu'on est en train de faire, c'est de lui permettre d'aller le plus loin possible. Tant que les Ukrainiens n'ont pas les armes suffisantes, et c'est ce qu'ils demandent. Moi, ce que j'ai de retour du terrain, c'est que ils ont quand même les hommes. Il n'y a pas trop de difficultés à trouver les hommes, mais surtout c'est l'armement qui leur manque. Donc c'est ça qu'il nous faut maintenant pour pouvoir retourner la vapeur. C'est vraiment ça qu'ils demandent. Ils demandent pas ni du personnel sur place, ni quoi que ce soit. Ils veulent juste avoir les moyens de taper la Russie pour qu'elle arrête de grignoter notre territoire. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on demande. C'est tout ce que... Mais je vous assure que la Russie considère... Je suis allée en Russie pour le travail. Même en tant que Française, ils étaient quand même très condescendants. Très, très condescendants. Nous, on connaît tout. Nous, on sait tout. Nous, on a toutes les capacités possibles et imaginables. Et j'ai l'impression qu'ils le croient, en plus. C'est ça qui est quand même extraordinaire. C'est qu'ils croient qu'ils sont tout-puissants, etc. Et je pense pas... peut-être par rapport aux autres. Oui, exactement. Et je pense pas que Vladimir Poutine veuille négocier. Sa négociation, c'est la reddition de l'Ukraine. Et comme l'Ukraine, elle sait très bien que si elle se rend, elle disparaît totalement. Ils n'ont pas le choix. Ils vont continuer. Et ça, vous pouvez être sûr que les Ukrainiens sont motivés. Ils sont crevés. Ils n'en peuvent plus. Vraiment, c'est dur physiquement de se faire réveiller plusieurs fois par nuit et de ne pas avoir d'électricité, etc. C'est vraiment insupportable. Mais ils savent très bien que c'est soit ça, soit mourir. En tout cas, Viktor Orban, il a tenté de passer peut-être certains messages, en effet, secrets, on va dire. Mais écoutez ce qu'il a dit aussi devant les journalistes. J'ai dit au président Poutine que l'Europe a besoin de paix. Ce que nous avons appris au cours des 2 dernières années et demie, c'est que nous ne pouvons parvenir à la paix sans dialogue et en évitant les voies diplomatiques. Depuis 2 ans et demi, il y a de moins en moins de pays capables de parler aux 2 parties belligérantes. La Hongrie est l'un des très rares pays à l'être. C'est pourquoi j'étais à Kiev cette semaine et pourquoi je suis ici à Moscou. Alors j'arrive plus à parler, ça y est. Vous faites toutes avec votre tête des signes un peu différents. C'est-à-dire que là, j'ai vu ça, là, général, j'ai vu... Bon, alors qu'est-ce qu'on en dit de ça? En même temps, il n'a pas tort, quand même, Viktor Orban. La guerre s'arrêtera un jour ou l'autre. Mais elle passera par le dialogue. Obligatoirement. Mais ce qui a été dit tout à l'heure, je crois que c'est par vous, c'est de dire qu'à un moment, il n'y a que la défaite militaire qui aboutira à un résultat. C'est le terrain qui commandera, le terrain qui commande, voilà ce qu'a dit Michel Dejinski tout à l'heure. C'est le terrain qui commande. Pour l'instant, on n'en est pas là. On est sur des positions d'un côté de résistance et de l'autre côté d'agression qui se maintient. Voilà. Maintenant, il faut garder les portes ouvertes. Et ce que dit Orban, moi je regrette, ça ne me choque pas. Il est toujours fidèle à ce qu'il a dit.
On sait qu'il est pro-russe, très bien, mais il ouvre une porte en disant je resterai peut-être la seule personne le seul État, et il valorise son pays comme ça, qui est un petit pays peut-être, qui a besoin d'être valorisé. Je serai le seul État qui pourrait être éventuellement l'intermédiaire de demain. Voilà. Rappelons-nous quand même que d'autres pays ont essayé, n'y sont pas arrivés. Et vous y croyez ? Je n'ai pas de croyance, moi. Je dis simplement, je suis un pragmatique. Je suis un pragmatique. Comme je disais à l'instant, il faudra sortir de la guerre à un moment donné, donc on prend ce qu'on a sous la main, et on verra le résultat. Voilà. On ne peut pas faire de pronostic aujourd'hui sur la sortie de cette guerre, c'est impossible. Voilà. Louis Duclos, il a quand même raison quand il dit que l'Europe a besoin de paix. Ça, on ne peut pas le démentir, ses propos, c'est ce qu'il dit. Oui, il y a besoin de paix, mais tout dépend de quelle paix. Est-ce que la paix, c'est juste une absence de guerre, ou est-ce que la paix, c'est une paix positive dans laquelle les États coopèrent, etc. Oui, une paix avec des concessions territoriales, ça n'en est pas une. Voilà. Oui, exactement. Mais bon, là, moi, ce que fait Viktor Orban, je ne considère pas ça comme une tentative de paix. Pas beaucoup de crédit à vos yeux, en tout cas. Non, c'est ça. Alors, je pense qu'il y a au moins 3 points qu'il faut peut-être mettre en avant. Depuis 1648 et depuis le traité de Westphalie, on sait que de toute manière, après les armes, il y a la paix et qu'il faut de la diplomatie et qu'il faut du dialogue. Oui. D'accord ? 2, je vais mettre ça en rapport avec une actualité différée, mais qui est une actualité qui parle aussi de guerre. Yamir Ya'alon, qui est l'ancien chef d'état-major israélien et chef du Shin Bet, a dit « Dans les guerres du XXIe siècle, ce ne sont plus les généraux qui vont amener la paix sur des victoires de territoire, mais il faut du dialogue, il faut de la diplomatie et il faut une construction diplomatique. Oui. Cette longue acquisition, je dirais, on le sait. Donc il ne fait là que, je dirais, affirmer des choses que de part et d'autre, de toute manière, on sait. On sait déjà. Il faut du dialogue et de la diplomatie et que le terrain va commander, mais qu'il faudra ce dialogue et cette diplomatie. Et enfin, lorsqu'il parle de paix en Europe, il joue un double jeu, en ce sens qu'il représente une organisation qui est une organisation politique, qui est l'Union européenne. L'Union européenne n'est pas en guerre. L'Union européenne a 80 ans de paix et de prospérité économique. Et à côté d'elle, il y a un pays qui fait partie du continent européen. Oui, parce qu'il dit bien l'Europe, d'ailleurs. Il dit l'Europe a besoin de paix. Voilà. Il dit, mais vous voyez ce que je veux dire ? Donc il joue sur cette ambiguïté. Et je pense qu'en plus, ce que entend justement Vladimir Poutine dans ces cas-là, c'est que Orban parlera au nom de l'Europe et pas de l'Union européenne. Et là, il y a une ambiguïté entre être le représentant d'une entité politique, parce qu'il faut rappeler que l'Union européenne est une entité politique, et que l'Europe, bien sûr, comme disait le général de Gaulle, va de Paris à Vladivostok.